la justice passe et on montre aussi à ces délinquants que leur quotidien va changer, par exemple en leur demandant de quitter leur logement. Il y a des vraies conséquences sur leur vie de tous les jours. Oui, je pense que c'est un bon principe. On a parlé du principe de pollueur-payeur, on va parler du principe de casseur-payeur, tout à fait. Et il faut que la peine ait du sens, il faut que la peine soit effective. C'est-à-dire que lorsque vous commettez un acte, il faut qu'il y ait une conséquence à votre acte. Or, en France, on vit sous le principe de responsabilité. Lorsque vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas de sanction. Lorsque vous cassez, vous n'êtes pas condamné. Lorsque vous violez, vous n'allez pas en prison. Et je pense que ça a renversé le système en se disant, et ça a encouragé la montée de la délinquance, la montée de l'ultraviolence et de la barbarisation. Une fois que vous renversez le système et que le moindre acte arrive à une condamnation, même une peine qui est mineure, et ben vous rétablissez le sens de la peine et vous redonnez du sens et de l'effectivité à la peine qui permet de distinguer le bien et le mal. Selon Beccaria, le principe de la justice, c'est de donner un sens pour la société. Vous rendez la justice au nom du peuple français, au-delà de la victime en question. Et vous montrez à la personne que vous avez combattu la France. Donc, dans le cas en question, si par cas, vous avez combattu la France, vous avez causé un dommage à la France, il est normal que vous ne bénéficiez pas de la solidarité nationale, parce que la justice se rend au peuple français, donc vous avez causé un dommage au peuple français, donc il est normal que le peuple français ne soit pas solidaire avec vous en vous accordant et en vous donnant un logement social. Une fois que vous mettez ce type de principe, on peut l'étendre à différents points. Est-ce que des personnes qui sont condamnées et qui ont conduit des actes dommageables à la France peuvent bénéficier de droits sociaux, de la solidarité nationale, de logements sociaux, se pose cette véritable question et je pense qu'il faut frapper fort pour redonner de la sens à la peine. Et l'impression, en tout cas, qu'il veut prendre ce problème au sérieux et ne pas mettre la poussière sous le tapis. Oui, Gabriel Attal a compris comment devenir un grand ministre de l'Éducation nationale, c'est faire exactement l'inverse du plus nul de l'histoire, c'est-à-dire Pape Ndiaye. C'était une balle perdue gratos. Il fait partie des 3 grands déconstructeurs d'éducation nationale avec Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Peillon. Donc ça veut dire nous regarde. Voilà, ça veut dire que sur les questions de laïcité, il se fait exactement l'inverse de ce que faisait Pape Ndiaye, ce qui va plutôt dans le bon sens. Seulement, faire un acte de communication politique ne permet pas d'enrayer le problème de fond qui est de l'entrisme islamiste et donc du coup des atteintes à la laïcité sur l'école. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres religions qui font de l'entrisme à l'école publique. Le point qui est posé maintenant, c'est est-ce que du coup l'éducation nationale est armée pour lutter contre l'offensive islamiste? Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a tout un ensemble de chaînons qui font que l'islamisme peut passer. D'une part, parce que les chefs d'établissement et les professeurs sont adeptes pour l'instant de la doctrine pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire qu'ils relèvent selon Emmanuel Macron, il n'y a plus de pas de vague depuis Jean-Michel Blanquer. Il le dit dans Le Point. Tout va bien du coup. Tout va bien. Il y a eu Pape Ndiaye qui lui a permis de redresser la barre. Donc la question est de la doctrine du pas de conflit, pas de vague, qui est tout à fait compréhensible, moi je la déplore, mais compréhensible, qui est que les chefs d'établissement ne veulent pas avoir des problèmes, ne veulent pas être attendus à la sortie de l'école, notamment par les grands frères, par les cousins, etc., qui leur régleraient leur compte, un peu comme ce qui est arrivé à Samuel Paty. Donc malheureusement, les gens préfèrent se replier et lâcher plutôt que combattre. L'autre point que je vois et qui est le plus important, c'est que l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale, l'administration, est sur la même doctrine, qui est quand même remplie d'islamo-gauchistes, comme l'enseignement supérieur, et qui sont partisans et complaisants envers l'entrée islamiste au nom du fait qu'il ne faut pas stigmatiser, il faut combattre le racisme et la non-discrimination. Et je pense que l'ensemble de ces sujets doit nous conduire à un sursaut. Est-ce qu'Attal peut le faire? On l'espère. C'est le maintien de l'ordre, ça n'était pas forcément leur mission première et c'est ça parfois qui pouvait conduire aussi à une mauvaise utilisation du matériel. Là, on est dans une situation qui est plus grave parce que ce qu'on a vu lors des émeutes et ce qu'on a vu dernièrement, c'est que lorsqu'on envoyait la CRS 8, le RAID ou les unités spéciales, à minima, les trafiquants locaux, les émeutiers, les caïds, les gangsters avaient peur de ces types d'unités et donc du coup reculaient. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'avec le deuxième mort après l'arrivée de la CRS 8, c'est que qu'importe l'unité que vous envoyez, ils attendent juste qu'ils disparaissent pour en fait appliquer. Mais ce qui n'était pas le cas sous les émeutes où, juste après, quelques temps après l'arrivée du RAID GIGN, ils avaient rétabli l'ordre dans les quartiers. La question que je pose, moi, c'est la question de la philosophie de qu'est-ce qu'on fait contre les trafiquants de drogue. Évidemment, il faut lutter contre les consommateurs, la consommation, il faut lutter contre les points de deal, etc. Mais le point essentiel, c'est comment reprendre ces quartiers où ce n'est pas la loi de la République qui s'applique, c'est la loi des caïds et la loi des gangs. Or, moi, je pense que la CRS 8 est utile, comme le RAID, si par cas ils sont utilisés à bon escient, c'est-à-dire reprendre le contrôle du territoire, en activant le plan d'état d'urgence qui permettrait des perquisitions administratives, qui permettrait
de saisir les armes à feu, notamment parce qu'à minima, la saisie d'armes à feu éviterait ce type d'incident et apaiserait ce quartier qui dérive de plus en plus en termes d'ultra-violence, en termes de meurtre. Et je pense que ce qu'on voit à peu près, c'est qu'ils sont en train de défier l'État et qu'ils sont en train d'envoyer un message très clair à Gérald Darmanin et à l'ensemble des autorités publiques. Vous pouvez envoyer toutes les unités que vous voulez. De toute façon, c'est nous qui sommes maîtres du territoire. On montre qu'on est maître du territoire en continuant les meurtres, même après l'annonce de vos renforts. Et je pense que même l'arrivée du RAID ne permettra pas d'endiguer la montée des violences. C'est vrai,